Alors, bonjour à tous et bienvenue ce matin à cette table ronde qui nous réunit. J'ai envie de commencer cette table ronde par une lapalissade qui serait de dire que l'histoire renvoie au temps. Ça, c'est bien évident pour tout le monde. Quand on pense histoire, on pense aux événements qui se succèdent, aux minutes, aux heures, aux jours, aux semaines, aux mois, aux années qui défilent et qui créent une dynamique, qui créent un mouvement, une tension créatrice, mais aussi une tension destructrice. Mais l'histoire, elle se joue aussi dans les trois autres dimensions. Ces dimensions qui créent l'espace, qui créent le lieu. Les lieux ont donc leur importance, qui est parfois un petit peu négligée, et c'est aussi de ça dont nous allons parler. Les lieux influencent l'histoire, mais aussi l'histoire influence les lieux, elle les marque, elle laisse des traces. Donc l'histoire souffle, ça fait penser à cette expression « autant on emporte le vent », l'histoire passe, et parfois les souvenirs ne sont pas tout à fait fidèles à ce qui s'y est passé. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos 4 intervenants. D'abord Olivier Viviorca, vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, et vous êtes un spécialiste de la Résistance, de la Seconde Guerre mondiale. Vous publiez Les lieux de l'histoire de France, un ouvrage collectif que vous co-dirigez avec Michel Vinocq. François-Guillaume Laurin, à ma gauche, vous êtes historien, écrivain, responsable de la rubrique Histoire du Point, et vous présentez ce matin ces lieux qui ont fait la France. Charles-Éloi Vial, à ma droite. Vous êtes conservateur à la Bibliothèque nationale de France et historien. Vous présentez les lieux de Napoléon. Et enfin, Yann Bouvier, vous êtes historien, vous êtes enseignant en lycée et chargé d'enseignement en Master 2, chercheur associé au CMME. Je vais y arriver, j'ai mal écrit cette lettre. Vous êtes aussi connu en tant que vidéaste sur les réseaux sociaux et vous présentez ce matin France Fiction, histoire des idées reçues de l'histoire de France, que vous avez dirigé. Alors, pour commencer, je pense qu'il y a un éléphant dans cette pièce et il faut qu'on en parle. Cet éléphant, c'est l'apport qu'a apporté Pierre Nora sur la notion de lieu de mémoire. Et j'aurais envie de vous écouter, Olivier Viviorca, sur cet héritage qu'il nous a laissé, lui qui est disparu il n'y a pas très longtemps. Alors c'est Pierre Nora qui a disparu, pas l'héritage. Non, bien sûr, Pierre Nora. L'héritage reste, et justement, c'est tout notre sujet. Voilà. Donc oui, effectivement, les lieux de mémoire ont été une entreprise tout à fait révolutionnaire, hein, puisque l'idée était de montrer comment, au fond, une histoire pouvait s'exprimer par un certain nombre de lieux, et ce qu'il y avait également, enfin de lieux matériels ou non matériels. L'une des originalités de l'ouvrage était de montrer que, au fond, on avait un certain nombre de symboles, on avait un certain nombre, la Marseillaise, on avait un certain nombre, voilà, à la fois de lieux physiques et de lieux, dirait-on, mentaux, hein, qui avaient contribué, au fond, à souder la France, parfois à la diviser, mais surtout qui avaient concouru à forger cette identité française. Et donc, c'était une ambition absolument novatrice. Et on peut dire aussi que le pari a été réalisé, d'une part parce que Pierre Nora a agrégé les meilleurs historiens autour de lui, et donc c'était un peu un marqueur symbolique d'être dans les lieux ou de ne pas y être, je n'y suis pas. Par ailleurs, il y avait ce modèle qui a inspiré énormément d'historiens étrangers. On a eu des lieux de mémoire en Italie, les lieux de mémoire en Allemagne, etc., etc. Donc c'est une démarche tout à fait féconde et dans une certaine mesure, nous en sommes les héritiers. Dans le même temps, Pierre Nora était un homme de son époque, donc on n'aura pas énormément de choses sur le colonialisme, sur l'histoire des femmes. Voilà, il ne faut pas non plus dresser la statue du commandeur en majesté, puisque un certain nombre d'éléments aujourd'hui nous paraissent rétrospectivement, comment dirais-je, paraissent un petit peu, je ne veux pas donner de jugement de valeur, voilà, mais limités. Hein, on ne referait pas aujourd'hui les lieux de mémoire comme Pierre Nora les a conçus hier. Les lieux de mémoire sont parfois des lieux qui sont liés à des traumatismes. Vous qui avez beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale,
qu'est-ce que ça apporte de différent? Qu'est-ce que ces lieux ont de particulier quand ils sont liés à des tragédies immenses? Vous avez des lieux qui sont des lieux de tragédie immense, et on le voit dans le paysage. Donc c'est une manière, au fond, de mesurer la brutalité de ce qui est advenu. Quand je pense, par exemple, donc ce n'est pas un lieu mondial, hein, mais ce n'est pas un lieu hors des frontières, mais quand on pense, par exemple, à Verdun, si l'on veut mesurer la brutalité de cette Seconde Guerre mondiale, incontestablement, Verdun est un endroit où l'on mesure cette brutalité de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et puis, dans d'autres lieux, au contraire, il y a dans une certaine mesure un décalage entre la brutalité de ce qui est advenu et le manque de traces. Voilà. Si on va à Waterloo, mais comme quand on va sur les plages du débarquement, on ne se rend pas compte. Et c'est tout un travail, au fond, mental, c'est-à-dire toute la construction mémorielle autour du lieu qui nous permet de ressentir une certaine émotion en allant dans ces endroits. Alors, j'ai une question un petit peu collective, un petit peu pour vous quatre. Vous qui avez choisi des lieux, qui avez opéré une sélection, que ce soit de lieux physiques ou de lieux communs, comment on opère cette sélection et comment on fait en sorte que cette sélection ne soit pas elle-même liée à des biais qu'on peut avoir? Par exemple, Charles Éloi. Alors, c'est une extrêmement bonne question. Je pense que pour Napoléon, il y a quand même certains lieux qui parlent un peu de même ou qui s'imposent de même. Il y a quand même un réseau des musées napoléoniens en France qui existe, et ce sont essentiellement des musées-châteaux. Donc il y a une liste de lieux qui est déjà présupposée. On s'attend à voir Malmaison, on s'attend à voir la maison natale de Napoléon à Ajaccio, on s'attend à voir le château de Fontainebleau. Donc la liste était déjà là, en quelque sorte. Tout l'enjeu était plutôt de sortir de cette liste préimposée, essayer de trouver d'autres lieux qui puissent apporter des nuances, compléter ce corpus, donc en regardant notamment des lieux à l'étranger, donc des lieux qui sont moins connus du public français. Regardez également ce que j'ai essayé de faire dans le livre, des lieux qui ne sont pas des lieux en tant que tels, mais qui, malgré tout, ont marqué la mémoire collective. Par exemple, la tente de campagne de Napoléon, la berline de voyage. C'est pas vraiment un lieu, c'est un lieu itinérant, mais ça reste un lieu quand même assez fort dans notre imaginaire. Donc cette question du corpus, c'est quelque chose qui, en effet, je pense, m'a occupé un certain temps. Trouver la liste de lieux, puis après, ensuite, de là dépend également toute l'architecture du livre, parce que on peut très bien faire une liste de chapitres un peu rébarbatifs, mais si on réussit à agencer assez bien la liste de lieux, finalement, cet essai sur le lieu de Napoléon prend un tour beaucoup plus biographique, puisqu'on se rend compte qu'il y a des lieux qui correspondent à des étapes de l'existence de Napoléon. Donc là aussi, j'ai envie de dire, ça impose de se pencher sur certains lieux, parce que sinon, l'essai biographique ne serait pas complet. J'avais pas prévu d'évoquer le Kremlin initialement, mais dans la narration, dans la progression dans la vie de Napoléon, il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose sur la campagne de Russie. Donc, effectivement, le Kremlin a fini par s'imposer comme un lieu en conclusion d'un chapitre. Donc, en résumé, c'est une question assez compliquée. Ça l'a été pour moi, ça m'a pris un certain temps, mais après, ça devient quand même quelque chose d'assez enrichissant, et on se rend compte que ces lieux racontent l'histoire de quelqu'un. Donc là, c'est un personnage, donc c'est peut-être plus limité que de faire des lieux pour toute l'histoire de France, mais ne serait-ce qu'avec un personnage, ces lieux prennent valeur en quelque sorte un peu de document d'archives. C'est une façon d'aborder la vie d'un personnage historique un peu différente, mais pour un historien, ça reste une démarche qui est quand même extrêmement enrichissante. François-Guillaume Laurin, je pense que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, puisque vous êtes allé, vous avez fait l'expérience du lieu, vous les avez éprouvés. Votre démarche, c'est de vraiment vous y rendre et d'essayer d'enquêter sur place. Comment vous avez opéré ce choix? Alors parfois, il y avait l'absence, comme Olivier disait, l'absence de traces dont on m'avait parlé ou que j'ai découvert sur place, sur des événements que je trouvais intéressants à approfondir. Par exemple, Bordeaux avait été 3 fois capitale de la France, 70, 14 et 40. Or, quand vous vous promenez dans la ville, il n'y en a quasiment pas. Donc c'est toujours intéressant, comme chez un individu. En fait, un lieu, moi je le prenais comme il s'agissait de raconter la biographie d'un lieu entre l'événement et aujourd'hui. Et ces phénomènes de refoulement, d'inhibition, de retour de mémoire, donc pourquoi Bordeaux avait comme ça tourné le dos un peu à cette histoire de France qui s'était invitée chez elle. Pourquoi, par exemple,
Évian, si on prend les fractures mémorielles de la France, pourquoi Évian, là où il y a les accords? Pareil, il y avait véritablement un refus pour, à chaque fois, le lieu, en fait, il va dicter aussi sa mémoire locale. Il y a la mémoire nationale et il y a la mémoire locale. C'est un dialogue entre les deux qui est compliqué, qui est fluctuant, qui est évolutif au fil des siècles. Donc pourquoi voilà. Après, c'était parfois aussi, ça peut être par rapport à un autre lieu qui a été... La mémoire, c'est une bataille, hein. C'est la postérité est une bataille. Il y a les vainqueurs aussi et les vaincus dans la postérité. J'avais été frappé parce que je partais aussi souvent de mes ignorances et ça voulait dire que peut-être on en avait moins parlé. Pourquoi Maillet, pas très loin d'ici finalement, quand j'y suis allé il y a 15 ans, autre village massacré pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Très peu de gens étaient au courant. Et donc, moi, je l'ai construit comme l'anti-Oradour sur Glane. Mais ça pouvait être aussi des phénomènes cumulatifs, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui existent depuis si longtemps dans notre histoire qu'ils sont passés par diverses étapes. Ça m'a amusé d'aller passer quelques jours à Ligugé, qui est vraiment le berceau de l'idée de monastère en Occident, près de Poitiers, et de raconter avec les frères abbés là-bas. En plus, j'y suis allé, j'ai choisi le jour, c'était l'ordination du nouvel abbé. Il y avait un côté un peu félinien. On était dans la réactualisation de la splendeur passée, raconter avec eux depuis Saint-Martin et le IVe siècle. Il y avait aussi, et à chaque fois, l'idée aussi de... derrière, il y a trouver une problématique, aussi dans cette bataille de postérité, j'avais été frappé à Versailles. Tout le monde se précipite vers le château. C'est la royauté et les ors de la royauté qu'on nous raconte et son inscription dans l'histoire de France. Mais la salle du jeu de paume, quand j'y suis allé, il y avait personne. C'était un peu nu et j'ai essayé de comprendre pas cette disgrâce, mais quand même, il y avait vraiment deux poids, deux mesures, alors que c'était le berceau justement de la révolution politique. Et que, en plus, si vous faites un peu de tour d'horizon en France des musées de la Révolution, bon, il y a un peu Visy, mais c'est aussi le musée du président de la République, c'est pas vraiment un musée de la Révolution. Et des traces de la Révolution en France, parce qu'on en a eu plusieurs, donc elles sont parfois effacées les unes par rapport aux autres. Il y a ça aussi, ce phénomène qu'on doit, quand on veut raconter l'intervalle. Et voilà, j'ai essayé à chaque fois. Évidemment, mais ça, la France est un pays extraordinaire. Il y a des porteurs de mémoire, il y a des patrimoines vivants locaux ou des passionnés qui vous racontent pourquoi. En fait, ça on en parlera peut-être. C'est aussi le lieu et la mémoire du lieu. Elle s'inscrit dans une matérialité et donc il faut essayer de suivre ces traces au fur et à mesure. C'est là où l'histoire touche à l'archéologie. Justement, par exemple, dans votre livre, vous évoquez la virée de Galerne, qui est donc cette fois non pas un lieu fixe, mais un itinéraire. Et là, vous découvrez des porteurs de mémoire qui ont quelque chose à en dire, alors que l'événement est un petit peu oublié. Oui, alors là aussi, j'ai été étonné de trouver... Peut-être préciser d'abord. Virée de Galerne, c'est cette odyssée du peuple vendéen qui part après la défaite de Cholet en 1793 et qui va essayer de manière hypothétique, mais c'est vraiment tout le peuple. Vous avez les femmes, les enfants, l'armée, les vieillards, 100 000 personnes à peu près, et qui quittent ces terres. C'est un acte totalement fou. En fait, c'est une fuite en avant pour aller éventuellement retrouver des Anglais qui débarqueraient quelque part, on ne sait pas où. Cherbourg, ce sera finalement Granville. Et donc, 3 mois de marche, de combat, de maladie, de massacres réciproques avec les armées républicaines pour finir à quelques milliers vers Savenay, au nord de Nantes, et finalement dans les geôles de Nantes. Et j'avais été frappé de voir aussi que, alors que je venais de travailler sur la mémoire politique de Nantes, et cette
bataille aussi entre Jean-Marc Ayrault et ses associations et Philippe de Villiers. On rejouait Nantes contre la Vendée. Pendant 30 ans, 40 ans, ça a été une lutte politique incessante. Et même du côté de Villiers, la virée de Galerne n'avait pas n'était pas mise en majesté. Et je voulais comprendre pourquoi, à la fois du côté des Républicains, parce que bon, c'était plus compréhensible. Ils avaient été battus, il y avait des défaites, il y avait des massacres, il y avait des trahisons des élites. À chaque fois qu'ils entraient dans les villes, les grandes villes, les élites partaient. Enfin, bon, c'était pas grandiose pour la mémoire républicaine, mais c'était pas non plus grandiose pour la mémoire vendéenne. Et donc, mais alors que cette virée de Galerne était encore, ça avait suscité, c'est ça aussi quand on rentre dans la mémoire des lieux, c'est qu'on rentre aussi dans l'histoire des mémoires locales. On a appelé ça les petites patries. Hein. Et le souvenir vendéen était né dans les années 20 parce que eux, ils avaient oralement une vieille histoire, mais rien pour fixer, pas de stèle, pas de monument. Et la mémoire de la Première Guerre mondiale, où vous avez vu fleurir dans tous les villages un monument aux morts, ils se sont dit « Ah, et nous ?» On a aussi une mémoire, vous allez retrouver ça pour la mémoire bretonne qui émerge surtout dans les années 20, même s'il y avait eu des érudits avant. Et donc les souvenirs vendéens, à l'époque, c'était 20 000, 30 000. Là, c'est les derniers des Mohicans. Et il y a un délégué départemental. Et ils sont là à essayer ils sont assez parfois hauts en couleur, assez folkloriques. Et donc, moi, j'écoute tout le monde, en fait. Je vais voir tout le monde parce que, évidemment, ça, on en parlera. Il y a des batailles de mémoire, donc il y a des camps bien tranchés. Oui, c'est souvent des champs de mines aussi. Il y a aussi des lieux qui changent complètement de symbolique ou dont la symbolique évolue ou ce à quoi il renvoie change. Je crois que vous avez un exemple en tête, Yann, autour de la tour de Constance à Aigues-Mortes. Oui, alors la tour de Constance qui fait verrou à l'ouest de la Camargue et qui se situe comme ça quelque part au croisement des marais salants, des plaines et puis des gros gardois qui ne sont pas des gardois en surpoids, qui sont des lieux de communication. J'ai essayé une blague, j'ai tenté une blague mais apparemment c'est trop tôt. Qui sont donc des espaces où communiquent la mer Méditerranée et les étangs. Et donc cette tour de Constance, elle est effectivement régulièrement réactivée par des spectacles, par exemple Résister, spectacle de théâtre qui a été monté à Paris en 2019, par des expositions aussi récemment de photographie. Et donc c'est une tour qui est associée à la mémoire des martyrs huguenotes, particulièrement des femmes au XVIIIe siècle, autour de la figure fortement légendaire de Marie Durand, qui a été prisonnière entre ses 19 et ses 56 ans, qui d'ailleurs n'a pas été la prisonnière qui est restée le plus longtemps, mais elle était lettrée. C'est peut-être un des éléments qui explique qu'au XIXe siècle, cette figure comme ça a été érigée en martyr. Mais effectivement, si on cherche ce qui se cache, ce qui se niche sous les plis de cette mémoire protestante, si on essaie de ressusciter un petit peu ce que cette tour de Constance pouvait, symboliser antérieurement à l'essor du protestantisme, on découvre un petit peu autre chose. Cette tour de Constance, initialement, donc elle est élevée dans les années 1240, elle est élevée très très rapidement. La dynastie capétienne n'a pas d'accès à la mer avant 1229. Voilà. 1229, un traité donne le Languedoc à la dynastie capétienne. Louis IX est encore mineur, et très rapidement, donc on y entreprend des travaux. Et contrairement à une légende tenace, l'objectif n'est pas de faire croisade. Les travaux sont entrepris en 1240, et le projet de croisade n'est mûri qu'à partir de 1244, si on en croit les sources, un peu plus tardivement. Donc l'idée, c'est vraiment d'abord d'inscrire le pouvoir monarchique sur place, par l'érection donc de cette tour, qui d'abord est censée sécuriser la région. Les remparts ne seront élevés que bien plus tard. Voilà. Et puis, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir le royaume de France sur l'outre-mer, c'est-à-dire la rive méridionale et puis orientale de la Méditerranée, faire commerce, tout simplement. Et donc, dans ce nouveau port qu'on va créer en contrebas de la tour de Constance, eh bien, au XIVe siècle, si on en croit les sources, arrivent des Indes, de l'indigo, des épices, du bois brésil aussi. Et donc, finalement,
on peut peut-être considérer voilà, que la tour de Constance symbolisait ça localement au XVe, XVIe siècle par son érection extrêmement brutale. Eh bien, ça pouvait symboliser la mainmise aussi, très rapide, presque non attendue, de la dynastie capétienne, du pouvoir capétien sur cette marge méridionale extrêmement lointaine du reste du domaine royal, qui n'est pas connectée au reste du domaine royal. Il faudra attendre notamment XVe siècle pour que la France commence à s'harmoniser un petit peu plus dans son midi. De même, Charles-Éloi Vial, vous parlez de palais dans votre ouvrage. Or, ces palais, ils ont appartenu à plusieurs dynasties, à plusieurs rois, chacun ayant marqué leur marque. Comment cette mémoire-là est conciliée, ou au contraire, comment, j'imagine qu'il y a des arbitrages, j'imagine qu'il y a des choses qu'on présente et des choses qu'on ne présente pas. Comment, finalement, est-ce que c'est pas le dernier qui gagne ? Alors pas vraiment. Alors, mais là, c'est vrai que tu poses une question qui est assez intéressante. C'est que, enfin, déjà Napoléon est conscient de s'installer dans les palais qui sont des palais des rois de France, qui ont été occupés pendant des siècles. Et il a conscience qu'il doit un peu s'insérer dans cette épaisseur du temps, à essayer d'effacer les souvenirs des rois de France. C'est pour ça que tous ces palais sont remeublés en style empire et par le faste, il cherche à faire oublier les rois de France. Et ça, c'est assez intéressant. Ce sont des lieux qu'il va remettre en scène. Ensuite, ce sont des lieux que les Bourbons vont devoir se réapproprier en 1815. Ensuite, Louis-Philippe va y rajouter une couche un petit peu plus historiciste dans les années 1840. Je pense par exemple au château de Fontainebleau. Donc on a tout cet empilement entre un peu de nos jours, un peu du Louis XV, du Louis XVI, du style empire et restauration, puis après du néo François Ier fait sous Louis-Philippe, puis ensuite on rajoute encore une couche avec Napoléon III, et par-dessus viennent ensuite les conservateurs de musées qui essayent, de façon plus ou moins scientifique parfois, mais de plus en plus scientifique, de reconstituer des lieux en s'aidant d'inventaires anciens, en retrouvant des objets. Donc en réalité, quand on s'intéresse à ces lieux de Napoléon, il faut bien se dire que ce sont en fait des successions de mise en scène. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une part d'archéologie. Il y a une part d'archéologie qui doit se faire à partir des documents, essayer de retrouver, est-ce que le lieu que j'ai sous les yeux est bien ce que Napoléon a pu connaître, ou est-ce que c'est quelque chose qu'un conservateur a pu reconstituer tant bien que mal, plus ou moins exactement dans les années 60, dans les années 50. Est-ce que c'est un lieu que Napoléon III a réimaginé comme un lieu de mémoire du Premier Empire? Donc ça pose aussi des questions un peu de la vision de certains lieux. On veut augmenter le luxe, augmenter la majesté de certaines pièces, alors que Napoléon a pu les connaître un peu dépouillés, un peu dénudés, avec un mobilier courant, parce que c'était des lieux de vie. Donc ça pose des questions à l'historien en définitive. Et donc là, il y a une partie de travail en archives. Il y a une partie de travail sur la bibliographie, puisqu'il faut raisonner un petit peu avec les outils des historiens de l'art, dans toutes les monographies, tous les catalogues d'expos, tout ce qui peut nous aider à comprendre comment ces lieux ont été remis en scène, restaurés au fil du temps. Et puis il y a la partie qui, moi, m'a le plus amusé pour ce livre, qui est la partie sur place, c'est-à-dire d'aller voir, examiner les lieux et essayer de comprendre un petit peu quels sont les objets qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire aller voir sous les commodes. Il y a des numéros d'inventaire qui vous permettent de savoir si la commode est là depuis 1806 ou si c'est une commode qui vient d'un autre palais mais que l'on a ramené parce que on n'a plus la commode originale. Est-ce que les fauteuils de l'empereur sont bien les bons fauteuils? Donc il y a cette partie d'archéologie qui, moi, m'a énormément intéressé, puisque ça change un petit peu des vieux papiers en définitive, et ça permet de se dire que un meuble, mettons un fauteuil, un lit, une lampe, ça peut être aussi perçu comme un document d'archive. Il y a des numéros d'inventaire écrits dessus, il y a souvent des étiquettes avec des mentions qui sont écrites dessus, donc ça peut être lu en quelque sorte comme un document d'archive. Et après, donc il y a toujours un peu ce moment de doute, d'incertitude, de flottement. On se rend compte qu'on est face à un lieu qui est factice, mais on se demande, est-ce que ce lieu qui a été remis en scène, est-ce qu'il n'est pas crédible? Donc là, il faut revenir à la bibliographie, regarder les témoignages de contemporains. Est-ce que Napoléon vivait bien comme ça? Est-ce que son quotidien se déroulait bien en fonction de la façon dont ce lieu a été reconstitué? Et là, j'ai eu la chance, puisque j'ai travaillé avec des collègues du Centre des Monuments Nationaux qui restauraient
un des lieux de vie de Napoléon dont je parlais dans le livre, qui est l'appartement de l'empereur au château de Rambouillet. Donc on a pu discuter, j'ai pu un peu donner mon opinion et les aider à reconstituer une partie de l'appartement de l'empereur. Donc on savait quelle était la table, on savait quelle était la chaise, on savait quelle était l'argenterie qui était dans la salle à manger, on savait à peu près tout. Il y avait juste une incertitude, c'était les gravures sur les murs. Donc dans les archives, j'ai pu retrouver la liste de gravures qui avait été encadrée pour tout le château. Et donc la question c'était sur ces 50 gravures, quelles étaient les 4 que Napoléon pouvait avoir sous les yeux au quotidien. Et donc là, c'est plus ma démarche de biographe ou d'historien. On m'a posé la question, qu'est-ce que Napoléon aurait voulu, selon vous, avoir sous les yeux le matin quand il prend son petit déjeuner? Donc j'ai réfléchi, est-ce que ça peut être des scènes de bataille? Est-ce que ça peut être des scènes religieuses? Il y avait des gravures inspirées de Raphaël, par exemple. Puis en y réfléchissant bien, je me suis dit qu'à Rambouillet, on réfléchit un peu, pourquoi allait-il dans ce lieu? Il y allait pour se reposer. Donc je me suis dit, finalement, il voulait probablement voir des choses reposantes. Donc j'ai choisi des gravures représentant des vaches. Et je pense que, c'est un peu le bout de la démarche. Évidemment, je me trompe peut-être, mais essayer de comprendre pourquoi ce lieu de Rambouillet, effectivement, cette idée de repos, et je pense que ça s'accorde assez bien. Donc, c'est une hypothèse qui, à mon avis, est plausible. Et on a pu même pousser le scrupule jusqu'à retrouver un des cadres. Donc, on a exactement le même modèle de cadre. Et en tout cas, on sait que les gravures qui sont encadrées sont des gravures qui étaient au moins dans les pièces du château, et donc que Napoléon a pu les voir. Donc on s'approche le plus possible de ce qui peut être la vérité historique. C'est ce qui est d'ailleurs la démarche de tout historien, puisqu'on essaie d'approcher la vérité, on ne l'atteint jamais tout à fait, mais on tourne désespérément autour. Il y a un autre lieu où souffle l'histoire de France, ce sont les salles de classe, ce sont les amphithéâtres. On a 2 enseignants ici. Peut-être d'abord vous, Olivier Vivianca, comment on fait de ces salles de classe, de ces amphithéâtres, des lieux où souffle vraiment l'histoire de France, et comment on arrive à traiter de sujets qui divisent? Alors, je pense que ce n'est pas un problème, parce que le propre de la démocratie, c'est de diviser. Voilà, si on n'avait pas un espace de débat, voilà, ça serait une dictature, ça serait un totalitarisme. Voilà, donc je crois qu'il faut effectivement présenter aux étudiants, dans mon cas, une vision de l'histoire de France qui soit une vision qui exprime les points de vue et notamment qui exprime les rationalités de l'autre, c'est-à-dire d'éviter les jugements de valeur, mais essayer de comprendre comment et pourquoi un acteur se positionne par rapport à telle chose. Donc cela veut dire qu'il y a des choses parfois désagréables à dire sur notre passé national, parfois des choses agréables à dire sur notre passé national, mais l'important n'est pas là, l'important c'est de comprendre les rationalités, de comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre. Et c'est, je crois, notre métier, tout en alertant les étudiants, et c'est ça notre métier également, de porter un regard critique sur le passé national, mais également sur le passé des autres pays. Hein. Voilà, le passé des États-Unis ne se résume pas à la vision que Donald Trump en donne. Hein. Ça, c'est une évidence. Je voulais juste revenir sur un des éléments que vous avez souligné, parce que, en fait, chacun des intervenants l'a souligné, le lieu ne parle pas tout seul. Et donc, en fait, vous avez des lieux qui vivent parce que, je crois, vous avez 2 éléments. Vous avez d'abord un travail pour le faire vivre, qui peut être un travail top-down, c'est-à-dire que les pouvoirs publics essayent de mettre en majesté, voilà, Versailles. Parfois, vous avez une démarche qui est bottom-up, voilà, c'est-à-dire que ce sont les gens sur place qui essayent et là c'est l'exemple de Maillet, hein. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Vous avez donné l'exemple de Maillet, il n'arrive pas à accéder à la lumière, mais vous en avez plein d'autres. Les villages martyrs des Vosges, par exemple, n'arrivent pas à se faire entendre. Donc il y a aussi une disponibilité de la société française à entendre et à accepter qu'un lieu soit un lieu. Et vous avez par contre parfois des refus qui font refus qui d'ailleurs parfois émanent du sommet. Si vous prenez par exemple Vichy, dont on peut dire que cette ville est très vivante dans le souvenir français, la municipalité ne fait absolument rien, et c'est un choix assumé, pour rappeler le passé pétainiste de la ville dont elle veut à tout prix se débarrasser. Donc vous n'avez aucun musée, aucune mise en valeur d'itinéraire, par exemple. C'est quoi les grands lieux?
parce que l'idée, c'est de vendre Vichy comme la ville des termes, la ville du bien-être, la ville du sport, et certainement pas la ville du maréchal et du président Laval. François-Guillaume Laurin. Oui, ce que Olivier dit est très juste. C'est-à-dire, on a l'impression que dans la mémoire collective, il y a vite une saturation, en fait. Il y a une première place. C'est comme d'ailleurs dans tout narratif. Enfin, qui est-ce qui écrit le premier, le discours sur tel événement? Et ça fait une première couche. On a l'impression que c'est presque anthropologique, que la mémoire collective, humaine, va absorber, mémoriser cette première couche, et qu'après, quand vous arrivez ensuite, la place est prise, qu'il y a quelque chose de sédimenté et que c'est beaucoup plus compliqué de rajouter une deuxième couche. Sur le cas particulier de Vichy, je nuancerais juste entre Claude Maluret, qui a été longtemps le maire, et Frédéric Aguilera, il y a une nuance. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, de Claude Maluret me raccrocher au nez parce qu'il n'en pouvait plus, parce que j'avais prononcé le mot trop, le régime de Vichy. Frédéric Aguilera s'est lancé plus malin. Il s'est lancé dans un énorme projet muséal, un des plus importants en France, qui consiste à raconter toute l'histoire de Vichy. Voilà, de l'englober, on va dire faire, pour prendre de faire de l'hospitalité pour toutes les mémoires, et donc d'aller de Napoléon III, évidemment, et sans faire quand même là l'impasse sur le... Mais voilà, de dire il n'y a pas que... on a en effet la mémoire de Vichy à Vichy est passionnante à raconter, même raconter l'histoire comme celle d'un personnage de l'Hôtel du Parc et de ses différentes affectations est passionnante. Mais là, on sent que il y a une évolution depuis les années 60-70, mais 80. Voilà, on passe à autre chose, sachant que après, il faut prendre à chaque fois en compte les singularités, les particularités d'un lieu. La mémoire de Vichy, on n'y pense pas forcément, mais elle est très liée aussi, à un moment, à la mémoire des Pieds Noirs. Parce que les Pieds Noirs venaient à Vichy en prendre les eaux. Et donc, quand il y a 62, ils reviennent aussi beaucoup à Vichy. Et donc, dans un anti-gaullisme, ça va phagocyter la mémoire de 40-45. On a en fait après différents courants qui peuvent jouer, se percuter, et c'est ça qui est passionnant en fait, parce que là on rentre, on n'est plus dans les grands débats d'idées, mais on est véritablement dans les rencontres, dans les télescopages de différents personnages, de différentes couches de mémoire locale, nationale, et donc et c'est là, en fait, on peut pas raconter n'importe quoi quand on fait la mémoire des lieux. Ça, on est tenu par les lieux. Yann, peut-être sur l'enseignement et sur le fait, justement, vous devez être souvent confronté à des opinions très, très diverses, parfois des opinions un peu agaçantes, j'imagine, parmi vos élèves, etc. Comment vous gérez ça pour à la fois accueillir ce qu'ils ont à dire et en même temps leur répondre? Alors, je le gère d'autant plus facilement qu'il n'y a pas d'opinion agaçante. Et c'est parfait, alors. Non, et qu'au contraire, les élèves, en tous les cas les lycéens, et ceux depuis des années, sont, me semble-t-il, assez ouverts d'esprit, curieux, sont là pour apprendre. Et donc notre travail, mais tout à l'heure Olivier l'a très bien dit, c'est de leur présenter la pluralité des points de vue, mais aussi exposer comment des discours naissent, sont créés, sont remodelés, quels enjeux président à tel ou tel récit historique, et puis de les sensibiliser à ce qu'ils font la méthode historique, l'éthique de la méthode, l'esprit critique, le croisement des sources. Et ils parviennent assez bien, je trouve, à faire la part des choses et à ce qui leur permet ensuite de se forger un avis lucide. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée c'est ça, c'est qu'on sait qu'antérieurement à un cours sur un sujet, par exemple très clivant du type conflit israélo-palestinien, ils vont arriver avec des idées préconçues, mais ils sont curieux, ils veulent comprendre, et in fine, on voit bien que certains élèves ont pu changer d'avis, et que pour les autres, ils comprennent mieux pourquoi ils pensent ce qu'ils pensaient avant que le cours ne démarre. Voilà. Merci. Est-ce que la mémoire des lieux est aussi une forme de soft power? Et de quelle manière ça peut se traduire dans un exemple concret, Olivier Viverka?
Oui, bien sûr, la mémoire d'un lieu, c'est du soft power aussi, parce que cela rappelle, mais là, ici, sous un versant plus glorieux, hein, l'influence qu'un pays exerce. Et là, je pense, dans l'ouvrage que nous avons co-dirigé avec Michel Vinocq à l'Institut Pasteur, donc de Ho Chi Minh Ville, de Saigon. Et là, ce qui est tout à fait significatif, c'est que les Vietnamiens, le nouveau régime vietnamien n'a gardé que 2 noms français dans les rues, hein, n'a pas débaptisé de noms, dont celui de Pasteur. Donc c'est un lieu tout à fait emblématique, cet Institut Pasteur, et de cette manière, c'est au fond le bon côté du soft power, puisqu'on sait que cet Institut Pasteur a joué un très grand rôle. On sait aussi que vous avez une très grande différence entre la manière dont les Britanniques administrent leur empire et la manière dont les Français administrent le leur. Les Britanniques soignent, alors qu'en France, les Français, eux, défendent plutôt une idée de prévention, d'où l'importance de la vaccination, d'où l'importance de Pasteur. Donc, bien évidemment, dans tout un ensemble de lieux s'exprime une forme de soft power, avec également parfois un soft power malheureux. L'exemple, c'est Panama, hein, le canal de Panama. Vous savez que c'est au départ Ferdinand de Lesseps qui a vendu cette idée, et que cette idée portée donc par le drapeau tricolore, elle a non seulement échoué d'un point de vue technique, parce que Lesseps s'est obstiné à vendre les recettes qu'il avait appliquées pour le canal de Suez, ce qui était un désastre. Donc les Américains ensuite sont revenus avec un autre modus operandi. Et vous savez également que Ferdinand de Lesseps, pour financer le canal de Panama, eh bien, a utilisé des méthodes que la morale réprouve, et que ce scandale de Panama a été absolument colossal et a éclaboussé toute une partie du personnel politique. Donc on a certains exemples, l'Institut Pasteur au Vietnam, qui sont des exemples heureux, et puis on a d'autres exemples, parce qu'il y a une mémoire française du canal de Panama, y compris à Panama, mais qui sont des histoires malheureuses. Et cette question du pouvoir qui est derrière la mémoire, elle en renvoie à une autre, est-ce qu'il est légitime pour un pouvoir d'essayer d'influencer la mémoire de lieux? Alors, je ne sais pas si c'est légitime, parce que là, vous me posez une question morale, mais en tous les cas, c'est ce qui se fait. Bien entendu que le pouvoir va être attentif. Et de ce point de vue, on va aussi avoir des politiques qui peuvent être différentes. Prenons par exemple Dien Bien Phu. Voilà, le problème de Dien Bien Phu, c'est que c'est une énorme victoire pour le Viet Minh, une énorme défaite pour la France. Bon, donc comment, si vous voulez, on fait vivre un champ de bataille où, bien entendu, le sens n'est pas le même suivant les partis. Bon. Et donc, on voit ici que les Français essayent de vendre un peu la politique que le président Jacques Chirac avait tenté d'impulser, qui est celle d'une mémoire partagée, avec des formes de réconciliation, et donc qui passent par des éléments très concrets, qui sont, par exemple, des visites communes avec des vétérans français et des vétérans vietnamiens, ce type de rencontres. Donc on voit bien que le pouvoir politique est souvent à la manœuvre, et pourquoi ne le serait-il pas? C'est tout à fait normal qu'un pouvoir politique essaye mais qu'en même temps, il va être obligé, ce pouvoir politique, de composer, s'il veut que la greffe prenne, avec le sentiment d'opinion publique, avec des versions divergentes, voilà, et qu'il va parfois jouer la confrontation, il va parfois vouloir jouer le compromis, hein, donc on a différentes articulations qui fonctionnent pour faire vivre un lieu de mémoire. François-Xavier Laura. Pardon, Guillaume. J'en prie. Oui, je prendrai 2 exemples. Dans un chapitre, j'ai essayé de confronter la mémoire et l'histoire politique des 2 grandes plages de débarquement. C'est-à-dire que j'ai été toujours frappé, bon, évidemment, de l'immense machine mémorielle qui aujourd'hui se concentre autour du mémorial de Caen, mais qui a commencé très très tôt, dans les années 50, avec des musées locaux, et puis avec un personnage, un député qui avait, on va dire, le bras long, et qui aussi avait un discours donc, qui voulait mettre en avant, parce qu'il y a aussi une chose en France qui est importante, c'est ces noces, on va dire, entre le tourisme et la mémoire. C'est-à-dire que très vite, par exemple la route Napoléon dans les années 30, mais même avant, je dirais, on a eu quand même un empereur, Napoléon III, qui a lui-même joué à l'enquêteur et qui a
quand il travaillait sur Jules César, a montré à tous les Français que si on allait sur place, si on s'inspirait d'un texte, on pouvait désigner un lieu d'histoire, le mémorialiser. Bon, ça a été Alésia et Gergovie. C'est curieux comme pays qui a son chef d'État. Donc, on a eu cet exemple venu d'en haut. Et ensuite, il y a eu les routes mémorielles. Et l'histoire des places de débarquement arrive encore après. Donc, on a déjà une sorte d'expertise, on sait faire, un savoir-faire. Et il y a un député très, très puissant qui va faire venir des chefs d'État lors des commémorations. Et la mémoire, par ailleurs, politique, alors qui est axée autour du général de Gaulle entre le débarquement en Normandie. On pourrait croire que de Gaulle il ne veut pas parler du débarquement de Normandie puisqu'il a été mis de côté. Et sauf que ce travail de ce député se fait en l'absence de Gaulle, quand il n'est plus au pouvoir. Et que cette machine, elle est déjà en branle quand il revient au pouvoir. Et que par rapport au débarquement en Provence, là aussi, il y a des gènes techniques, politiques de Gaulle vis-à-vis des compositions d'armée. Enfin, ce serait trop long de raconter tout ce qui l'ennuie avec ça. Mais que par ailleurs, il y a le tourisme, cette fois-ci le vrai tourisme, pur tourisme estival de la Côte d'Azur, qui fait qu'on ne sacralise pas, qu'on ne sanctuarise pas les lieux. Et quand moi j'ai fait cette enquête avec des anciens qui avaient encore débarqué, puis des associations, et qui me montraient, bon, voilà, c'est réduit à peau de chagrin, et l'immobilier est venu déjà tout, entre guillemets, bousiller. Donc, il reste vraiment des petits endroits et des toutes petites nécropoles avec 10 tombes, 12 tombes. Et dernier petit exemple de cette lutte entre le pouvoir... Par exemple, les lieux de la réconciliation franco-allemande, il y a eu un narratif et il y a eu, avec le traité de l'Élysée, quelque chose qui s'est imposé. C'est comme si en 63, on avait découvert l'amitié franco-allemande. Et donc, il y a eu aussi, avec le traité de l'Élysée. Or, on s'aperçoit que à la différence et à l'indifférence du pouvoir, et bien avant cette mise en scène officielle avec Reims, qui va être le lieu central de cette réconciliation, avec Adenauer et de Gaulle, dès 1945, en fait, localement, entre les maires des uns et des autres, même des anciens déportés, bon, moi je travaille sur le séminaire des Barbelés, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui est une entreprise extraordinaire près de Chartres, faite avec les Allemands et les Français, de rééducation pour redémocratiser l'Allemagne, mais c'est vraiment ça, ou avec des lieux de mémoire près de Metz. Voilà, on travaille dans son coin. Ces lieux de mémoire, je pense, peuvent échapper très facilement à l'emprise aussi centralisée de Paris. J'aurais bien rajouté, ça me faisait un petit peu penser au champ de bataille de Waterloo, qui est aussi un lieu très particulier, qui a été préservé très tôt. On n'a pas construit sur le champ de bataille de Waterloo, c'est resté un champ en culture. Donc beaucoup de touristes ont pu le visiter très tôt, découvrir ce lieu. Et il y a eu à la fois, c'est vrai, une volonté un peu de mise en scène officielle. On a commencé par construire une pyramide qui commémorait la victoire des Anglais. Puis ensuite, on a construit une sorte de panorama au début du XXe siècle qui exaltait encore un peu la mémoire guerrière et finalement peut-être aussi un peu la défaite de Napoléon. Et finalement, en 2015, on a ouvert un historial qui parle plutôt de réconciliation, qui explique qu'est-ce que c'est que la géopolitique de l'Europe. Donc on voit qu'on passe de la commémoration d'une victoire à plutôt la commémoration de la construction d'une Europe commune. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution du discours. Mais autrement, il y a l'appropriation par les touristes qui viennent visiter les lieux. Et on se rend compte que cette idée de réconciliation, elle apparaît dès les années 1830, puisque les guides touristiques, qui sont importants quand on s'intéresse aux lieux, mettent volontiers en scène le fait que le guide est un ancien de la bataille, qu'il le fait visiter à d'autres anciens de la bataille et qu'il y a des réconciliations. On a des récits qui, je pense, sont faux. J'ai recroisé sur le champ de bataille, en le visitant, le soldat qui était un ennemi et qui pourtant m'a aidé, m'a soigné, m'a sauvé la vie. Donc il y a cette mise en scène d'une réconciliation qui arrive en fait très très tôt. C'est assez intéressant. Et s'y ajoute la couche qui est peut-être plus
plus folklorique, mais du tourisme, vraiment au sens premier du terme, avec tous les automnes, les paysans du coin qui enterrent des bouts de bronze ou des pièces de monnaie ou des aigles pour que ça rouille, et ensuite ils les déterrent au printemps pour les revendre aux touristes en disant « Tenez, j'ai trouvé des vestiges de la bataille ». Donc c'est vrai qu'il y a un peu des mémoires entrecroisées, différents niveaux de discours et différents niveaux d'analyse, c'est assez intéressant. Je voudrais aussi qu'on parle des villages et des lieux comme ça qui peuvent être en apparence un peu éloignés de la grande histoire et qui pourtant cherchent à s'y raccrocher ou parfois essayent de mettre en valeur une histoire particulière, peut-être teintée de légende. Est-ce que vous pouvez parler de ça, s'il vous plaît, Yann Bouvier ? Oui, parce qu'on peut effectivement aussi étudier la manière dont des mémoires se réagencent à une échelle micro-historique, presque dans la lignée d'ailleurs du projet qu'avait théorisé Guizot au XIXe siècle, faire l'histoire de France par des monographies. Et ce sont des mémoires qui ont un avantage, c'est que justement elles ne sont pas mémorialisées à l'échelle nationale, elles ne sont pas phagocytées, donc elles sont extrêmement vivantes. Et on peut, par exemple, étudier des corpus de reconstitutions, de pièces de théâtre, de spectacles qui se jouent à l'échelle locale, parfois chaque année. Donc là, je pense à un tout petit village que je pense tout le monde connaît ici, qui s'appelle Bourouillan. Non. On est donc dans le Bazar-Magnac, à l'ouest du Gers. Voilà. Donc c'est vraiment un tout petit village qui compte actuellement 165 habitants. C'est microscopique. Mais ils y jouent tous les ans des spectacles qui ancrent l'histoire locale dans une histoire nationale. Et c'est très intéressant d'étudier la manière dont ces discours se réagencent, parce que dans les dernières itérations de ces spectacles, on est vraiment dans quelque chose de très historicisé. On va lire des lettres envoyées par Henri IV au baron de Bourouillan. On est au XVIe siècle, parce que c'est un de ses vassaux les plus proches. Il l'a fait gouverneur du Bazar-Magnac, donc c'est vraiment un baron qui, comme ça, a eu une destinée assez remarquable localement. Mais quand on remonte de 20 ans en arrière, on se rend compte que ces spectacles étaient vraiment teintés de folklore. On y parlait de sabbat, on y parlait de sorcières. Les spectacles étaient bilingues, gascon, français. Et ça me fait par exemple penser à une histoire locale, dont on sait qu'elle est transmise depuis des siècles. Il y a un lieu-dit sur une plaine voisine qui s'appelle le lieu-dit du Catalan. Et on découvre au XIXe siècle, il y a des monographies qui expliquent que des paysans racontent que ce lieu-dit doit son nom à un bandit venu d'Espagne, originaire de Catalogne, qui justement, fin XVIe siècle, faisait régner la terreur. Et beaucoup de commentateurs rient un peu de ces récits que les paysans se transmettent. C'est aussi la vague de l'anti-méridionalisme, fin XIXe siècle, qui va atteindre son apogée avec l'affaire du 15e corps en 1914. On va accuser un corps de soldats de l'armée française, avec des soldats de Provence, originaires de Marseille, d'être à l'origine de la défaite de Morange, alors qu'on sait que c'est plutôt lié à des erreurs d'un certain nombre d'officiers. Bon, je referme la parenthèse. Et en fait, il se trouve qu'en étudiant les sources, Chartier, qui se trouve notamment au château encore de Bourouillan, mais aussi archives départementales, eh bien, on a des documents du XVIe siècle qui fondent l'historicité de cette histoire, avec ordre donné par Henri IV d'envoyer des gendarmes arrêter le bandit en question. On s'aperçoit aussi dans la toponymie que avant les années 1570, ce lieu s'appelait les Terrasses, et puis qu'effectivement, il change de nom à partir de la fin du XVIe siècle. Donc cette mémoire est extrêmement vivante. Simplement, fin XXe siècle, dans les spectacles locaux, ce Catalan, on le fait parler en gascon. Il est érigé en figure presque pittoresque. C'est presque un voisin, un camarade. Et dans les itérations les plus récentes, il est historicisé, c'est un bandit, c'est un étranger. On insiste beaucoup sur ce point. Et ça vient quand même faire écho aussi aux reconfigurations électorales locales, avec un village qui votait plutôt centre-gauche, centre-droit, encore à la fin du XXe siècle, et qui est devenu un village dans lequel le Rassemblement national fait depuis une dizaine d'années 35 à 40% des voix. Alors bien sûr, c'est un micro-échantillon électoral, on peut difficilement surinterpréter, mais tout de même, il semblerait que c'est cette mémoire très vivante qui en 20 ans vraiment s'est reconfigurée dans le discours,
puisse peut-être dire quelque chose de la manière dont ces habitants de Brouillan se vivent et vivent leur rapport à l'histoire nationale. Et un dernier point que je voulais aborder avant qu'on passe à quelques questions du public, ça concerne cette fois l'accueil individuel qu'on peut faire d'un lieu. Et tout à l'heure, vous évoquiez François-Guillaume Laurin, Ligugé, et il y a quelque chose d'assez drôle dans votre ouvrage qui est finalement la différence entre la manière dont Huysmans a accueilli ce lieu et la manière dont... Pardon. Et la manière dont... Pardon. Dont Michel Houellebecq l'a accueilli ensuite. Donc, est-ce qu'il faut une sensibilité particulière pour comprendre un lieu? Et est-ce qu'on comprend mieux quand on est touché par lui ou au contraire quand on est rétif à ce lieu? Je crois que ça dépend aussi de ce qu'on vient y chercher. C'est-à-dire que il y a sans doute une sensibilité aux questions que nous pose un lieu. J'ai toujours vu un lieu comme une scène de crime avec des indices. Est-ce qu'on en trouve? Est-ce qu'on pose des questions? Il nous pose des questions. On comprend. On se demande mais pourquoi il y a rien? Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Est-ce que c'était je sais pas pourquoi Valmy c'est le 4e moulin? Alors mais les 3, 2, 1. Il y en a qui sont complètement indifférents à savoir ça. Et puis il y en a d'autres qui veulent avoir des réponses. En fait, on est assailli de questions parce qu'on arrive quand même après la bataille, on arrive après l'événement, on est sur une rive. Moi, j'ai toujours comparé ce travail on est sur la rive du présent. L'événement, c'est comme une grosse pierre qui tombe sur de l'eau, qui envoie des rides concentriques qui nous arrivent petit à petit jusque-là. Alors il y a ceux qui ont une sensibilité pas d'océanographe mais de sismographe. Et puis il y a des fantasmes aussi. Le lieu nous fait fantasmer par son vide. La nature, elle a horreur du vide, donc parfois on ne voit rien. Je me souviens quand j'ai fait ce chapitre sur Pithiviers et Beaune-la-Rolande, les centres d'internement, mais c'était il y a 10 ans, pour des raisons personnelles. Il y avait, ce n'est plus le cas tout à fait, mais il y avait un vide et en même temps, on m'avait donné tous les éléments pour que je sache là où il y avait quelque chose, ce qu'il y avait eu. Alors quand vous avez les deux strates, évidemment que tout ça peut provoquer dans votre esprit des bouleversements, des tournoiements, des étincelles, enfin quelque chose, des émotions, tout simplement, hein, des émotions. Après, vous citez l'exemple de Houellebecq. Lui, il était en train d'écrire Soumission. Peut-être qu'il était déjà en train de chercher une scène. Bon, on m'a raconté ce qui s'est passé. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de savoir s'il y avait, si on pouvait fumer dans la chambre. Donc, on ne pouvait pas fumer. Le lendemain, on l'attendait pour lui raconter un peu le lieu, comme moi, on m'a raconté. On a vu, m'a dit un frère, les traces de sa valise sur le gravier. Il était parti sans dire au revoir. Bon, peut-être que c'était ça qu'il cherchait, c'est-à-dire une rupture avec le lieu. On ne sait pas, chacun vient avec aussi, vous allez réagir à un lieu artistique, vous voulez... je sais pas, la maison de Niepce, par exemple, la première photo, vous voulez chercher, retrouver l'endroit exact, vous allez réagir à un lieu industriel, parce que votre mémoire familiale, vous êtes très lié à cette mémoire familiale, ou agricole, la ferme d'Olivier de Serres, enfin, on arrive, mais peut-être inconsciemment, et ça, je crois qu'il y a une force aussi, peut-être presque au-delà de l'historique, tellurique, ou maritime parfois, enfin, force quelque chose ou la disposition, ou un détail. Parfois, c'est un détail. Et, si je peux rebondir, ça m'évoque, je pense à la littérature en prenant les lieux de Napoléon. Il y a deux attitudes, j'ai l'impression, c'est déjà celle du pèlerin, souvent sur les lieux de Napoléon, puis c'est celle plutôt du touriste, qui a plutôt envie d'apprendre, qui a le sentiment de ne pas y connaître grand-chose, et qui peut rester un peu imperméable à tout ce qu'il voit. Et je pense par exemple d'une part à Julien Sorel dans le Rouge et le Noir, qui arrive devant Malmaison et qui fond en larmes parce que Malmaison c'est Napoléon, c'est la légende et c'est quelque chose qui le bouleverse. Et autrement, on a dans l'éducation sentimentale en 1848 les protagonistes qui vont faire
un petit tour à Fontainebleau pour le week-end et qui voient les appartements de Napoléon comme ils voient ceux de François Ier. Ils trouvent ça très amusant, très rigolo, mais on a l'impression que ça glisse un peu sur eux dans une forme d'indifférence, comme s'ils étaient un petit peu imperméables à la culture. Alors ça, c'était un premier point que ça m'évoquait, à la fois entre le touriste et le pèlerin. Et puis il y a aussi le fait qu'on n'est pas sensible aussi au lieu de la même façon. Certains ont envie de voir un lieu en bon état, parfaitement remis en scène, j'ai envie de dire presque ripolliné, et d'autres sont plus sensibles à la poétique des ruines. Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas trop parlé. C'est vrai, mais on aime voir les lieux, mais est-ce qu'on veut les voir tels qu'ils étaient, par exemple quand Napoléon y vivait, ou est-ce qu'on préfère les voir en ruine, à l'abandon? Et ça, on le retrouve bien dans les années 1840, il y a cette tension. Certains se prennent plaisir à imaginer que l'empereur vient de sortir de la pièce. C'est le cas pour des châteaux qui sont encore occupés, qui sont encore assez proches de l'État Premier Empire. Et dans d'autres cas, par contre, on aime à se dire que ça tombe en ruine parce que c'est le temps ça passe, ça efface tout, ça referme, ça guérit plus ou moins parfois les blessures, mais il y a un peu cette marche vers l'oubli, et c'est un peu ce vertige de voir le temps qui passe, le temps qui atténue certaines traces, donc ce plaisir aussi à voir des ruines. Et ça, on le voit par exemple avec Malmaison, qui est plus ou moins à l'abandon dans les années 1830-1840. Donc il y a aussi cette tension entre le lieu conservé et le lieu même que l'on peut laisser volontairement se dégrader, parce que ça fait partie un peu de la poétique du lieu. Yann Bouvier, vous vouliez ajouter une petite chose? Non, mais je trouve ça très très juste. Effectivement, le touriste, le pèlerin, peut-être parfois le prospecteur aussi, ceux qui vont d'abord retrouver un lieu pour y réinvestir des souvenirs personnels, essayer aussi de se remémorer des bâtiments qui ont disparu, mais qui sont encore ancrés dans leur mémoire. Et pour revenir donc à ce village que vous connaissez tous maintenant, Bourrouillan, il y a aussi un petit peu de ça, parce que entre autres légendes qui circulent, il y a celle de la chèvre d'or, alors que connaissent peut-être ceux qui sont originaires du Midi, qui est initialement un type de légende plutôt provençale, apparu à l'Antiquité tardive. L'idée qu'il existerait une chèvre aux sabots et aux cornes dorées qui protégerait des trésors laissés par les Sarrasins au moment des raids, notamment du 8e siècle. Et alors, dans le Gers particulièrement, plusieurs communes revendiquent une chèvre d'or cachée sous une colline, c'est le cas à Bourrouillan, et qui aurait été laissée là par les Anglais. Et il y a une mémoire très très vive, et ça c'est assez intéressant, de la guerre de 100 ans localement, sachant que les Anglais n'ont exercé qu'une mainmise furtive sur la région, essentiellement au moment de la première chevauchée du Prince Noir en 1355. C'est l'équivalent de quelques semaines. Les habitants de Bourrouillan, semble-t-il, se sont réfugiés dans la place forte de Nogaro, qui est une place forte voisine. Et ça a tellement traumatisé les imaginaires, effectivement, que cette légende provençale a été récupérée. Et aujourd'hui encore, pour avoir fait une enquête un petit peu locale, on m'a raconté, des gens de 60, 70 ans, que quand ils étaient enfants, adolescents, il leur arrivait en groupe de se mettre en quête de cette chèvre d'or et d'essayer de déceler des indices qui permettraient de la localiser. Par exemple, dans le parc du château, il y a un hôtel votif en marbre d'époque gallo-romaine, et certains sont persuadés que c'est en fait l'indice de la localisation de la chèvre d'or et il y en a qui ont essayé de creuser quand les châtelains s'absentaient. Eh bien, avis aux amateurs de trésors. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, s'il vous plaît? Hop. Oui, c'est juste par rapport... quel est l'autre nom français qui a été gardé à Ho Chi Minh? Que vous parliez de la rue... Yersin, la fièvre jaune. Quel serait, selon vos recherches et vos sensibilités, le ou les lieux qui incarneraient mieux l'histoire de France pour chacun d'entre vous? C'est une vaste question. Alors je vais me lancer. Olivier Vibianca. Voilà, moi je dirais Versailles, parce que Versailles c'est la royauté, ce qui a été dit, mais c'est aussi la Révolution, mais c'est aussi le traité de Versailles, mais c'est aussi la proclamation de l'Empire, mais c'est aussi Monsieur Thiers,
Donc je trouve qu'avec un lieu comme Versailles, on a vraiment, alors même si cela ne commence qu'à l'époque moderne, mais on a vraiment un très bon raccourci et on a une très bonne illustration de la complexité de l'histoire nationale qui transite par ce lieu. Pour ma part, j'aurais peut-être dit le Louvre également, c'est un peu les mêmes raisons, souvenir de la monarchie qui remonte jusqu'au Moyen-Âge, également souvenir de la Révolution, cicatrice même avec l'absence des Tuileries qui nous frappe, et puis cette idée de musée, donc aussi de volonté de remise en scène du passé, de compréhension du passé. Donc moi je dirais le Louvre personnellement. Voilà, il y a les deux lieux qui sont bien pris, donc il faut en trouver un troisième. Alors écoutez, comme je vais être très local et chauvin, comme je suis né à Saint-Cloud, mais alors c'est une vision un peu biaisée. Saint-Cloud, c'est un endroit qui résume les combats entre la Ligue et le roi de France. Hein. Il est assassiné 1 an après Guise ici, à Saint-Cloud, Henri III. C'est le retour d'Henri IV, finalement. Saint-Cloud, c'est le basculement. Après Saint-Cloud, c'est le 18 Brumaire. Donc ce n'est pas rien. Ensuite, c'est un lieu, alors on peut l'interpréter comme on veut si on est plus ou moins bonapartiste, 18 Brumaire. Ensuite, c'est des lieux malheureux de décision. C'est là que Charles X signe les ordonnances qui vont... Malheureux, mais pour qui ? Pour les légitimistes, les royalistes, mais heureux pour les orléanistes. C'est la Révolution de 1830. C'est là aussi que Napoléon III se laisse convaincre de déclarer la guerre après la dépêche d'Ems en 1870. Décision ô combien funeste pour le monde entier, et non seulement la France. Mais c'est aussi, et on se rapproche de notre histoire, là où le général de Gaulle va revenir en 1958 de manière très clandestine, incognito, discuter avec le président du Sénat, avec le Monnerville, avec le Troquet, le président de l'Assemblée nationale, au moment, en mai 58, où il est question qu'il revienne au pouvoir. Il discute 2 fois avec eux des conditions dans ce qu'il reste. Et là, je rejoins les Tuileries, puisque c'est une cicatrice, et j'ai oublié 70, la destruction du lieu au départ par les bombes françaises qui viennent du Mont Valérien. Les Allemands laissent brûler, et ça devient un des premiers villages martyrs, comme Bazeilles près de Sedan, puisque c'est la ville impériale, hein, c'est le lieu de Napoléon III. Et il ne reste plus, donc, dans cette cicatrice béante, que la caserne des gardes de Charles X, je crois, où de Gaulle va avoir ses entretiens si majeurs. Et cette caserne des gardes, aujourd'hui, va devenir le musée du XVIIe siècle, avec la collection, mais pas que, de Pierre Rosenberg, l'ancien conservateur du Louvre. Voilà, à ouverture prévue en 2030. Voilà. Bon, c'est ma ville aussi. Donc, Et enfin, Yann Bouvier, pas facile de... Non, il me reste plus grand-chose. Je pourrais tricher en disant les manuels scolaires, mais je vais essayer de trouver quelque chose. La place de la Concorde, je dirais, peut-être, la place de la Concorde, avec la statue équestre, d'abord place Louis XV au XVIIIe siècle, et puis place de la Révolution à partir de 92, la guillotine, et puis qui redevient place Louis XV, et puis... place de la Concorde d'abord, sous le directoire, le consulat, l'Empire, et puis je crois qu'elle redevient place Louis XV, puis place Louis XVI à la fin du règne de Charles X, avant de redevenir place de la Concorde, et puis donc le choix d'y élever un monument qui finalement ne fracture pas, qui est un monument lointain, oriental, et qui ne propose aucun écho aux blessures contemporaines, à savoir cet obélisque qui aurait dû être associé à une autre, puisqu'il faut savoir que la France, jusqu'à Mitterrand, possédait la 2e obélisque de Luxor, et puis finalement Mitterrand a décidé de dire à l'Égypte: on vous la laisse, on vous la prendra jamais, ça coûte trop cher de la faire venir. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses, merci beaucoup pour votre attention. Pour les questions qui restent, vous pourrez les poser directement aux auteurs puisqu'ils sont en dédicace. Voilà, merci